Bien, cette vidéo est la deuxième partie de la vidéo consacrée à Lacan et à Hegel. Et nous avions terminé lors de la première vidéo sur le grand autre. Hein, voir un petit peu ce grand autre chez Hegel, chez Lacan. On va commencer avec Hegel. Alors, pour développer cette partie du grand autre chez Hegel, on va parler du réel. Hein, et c'est surtout en évoquant la fameuse phrase de Hegel, tout ce qui est réel est rationnel et tout ce qui est rationnel est réel. Qu'est-ce que le réel chez Hegel? Eh bien, il est ni du côté du sujet, ni que du côté de l'objet. On va faire un exemple concret pour faciliter un peu la tâche d'explication, de compréhension. On va prendre en compte cette cheminée. Eh bien, cette cheminée qui est en face de moi, est-ce que le réel se trouve du côté de la cheminée ou bien se trouve du côté de ce que je pense, de ce que je perçois de cette cheminée? Eh bien, comme je disais, ni de l'un, ni d'un côté, ni d'un autre côté. Alors, qu'est-ce que c'est le réel là? Eh bien, avant tout, vous observez cette cheminée, vous la voyez dans un contexte spatial particulier, dans une chambre, elle est située quelque part. Mais c'est surtout que vous la nommez. Hein, vous dites c'est une cheminée, et à partir de là, le mot, pour le comprendre, il est inséré dans toute une série d'autres mots qui permettent de comprendre que c'est une cheminée. Vous n'allez pas seulement l'observer, vous allez le nommer. C'est déjà un point important, mais ce n'est pas le point essentiel pour Hegel, ce qu'il serait par contre pour Lacan. C'est plutôt qu'on va retrouver, si on observe bien de tout près cette cheminée, on va retrouver les moments de la dialectique hegelienne. Regardez là, c'est une cheminée, mais derrière cette cheminée, il y a quoi? Il y a une pierre. Donc il y a une pierre qui a été travaillée, il y a eu une action négatrice opérée sur la pierre pour la transformer en une cheminée, une très belle cheminée. C'est ce qu'on appelle travail. Et ça, c'est le premier mouvement dialectique dans la phénoménologie de l'esprit. Hein, c'est le rapport direct qu'on a avec l'objet. Ensuite, il y a le rapport entre conscience, autoconscience et autoconscience. C'est-à-dire que ce travail fini, eh bien, il doit être récompensé avec de l'argent. Et alors là, on rentre après dans toute ligne d'exploitation, de commercialisation, dans un rapport que Hegel disait de maître et esclave. C'est surtout quand Marx reprendra cette figure dialectique de Hegel. Ensuite, il peut y avoir un troisième mouvement, c'est celui-là qui a construit cette belle cheminée, n'étant pas satisfait de ce qu'il a pu recevoir, il va se sentir malheureux, c'est-à-dire, voilà, j'ai fait une très belle cheminée, et qu'est-ce que j'en ai en retour? Presque rien. Et là, vous avez la belle âme, c'est cette autre figure dialectique. Eh bien, vous voyez comment autour de cet objet réel se tisse toute une série de rationalités. Voilà, tout ce qui est réel est rationnel. Mais en même temps, ce qui est très important de dire, cette rationalité, tous ces discours qui sont tissés, ces mouvements dialectiques qui sont tissés autour de cet objet que j'ai à côté de moi ici, eh bien, sont réels et ont un impact sur mon rapport que je peux avoir avec cet objet à côté de moi. Alors, cela, certes, ne pose pas grande question quand on est face à un objet. Peut-être qu'on ne va pas s'y arrêter, on ne va pas faire ce même parcours. Ça ne crée pas de grands soucis. Mais quand on est avec les autres, qu'on commence à parler d'un objet, voilà que tous ces aspects se mettent en route, que ce soit d'une manière inconsciente ou que ce soit d'une manière consciente. Quelqu'un d'une manière consciente peut directement prendre en compte la question du travail. Hein. Combien de travail qu'il y a eu derrière alors que la personne n'a pas été payée pour ce travail. Ou bien d'une manière inconsciente, voilà, qu'on parle d'un objet et il y a des aspects qui se mettent en route à notre insu. Et là, souvent, ça crée des frictions, des tensions et des malentendus. Eh bien, tous ces discours qui sont tissés autour de cet objet que chez Hegel vont à décrire
ce réel, chez Lacan, vont prendre le nom de grand autre, du grand autre. Alors quand on se retrouve avec quelqu'un, que ce soit le patient avec l'analyse ou que ce soit dans la vie quotidienne, et on a une conversation, bien on parle avec une personne, ça c'est le petit autre, mais autour de ce qu'on est en train de dire, on est baigné dans toute une série de discours tissés à notre insu. Ça c'est le grand autre chez Lacan. Voilà, à la prochaine vidéo. Au revoir. Aujourd'hui, on va s'occuper d'une notion très importante dans la pensée de Lacan, qui est celle du grand autre. Une notion pas toujours facile à saisir parce qu'elle regroupe en soi plusieurs aspects. Ici, on va essayer de la rendre plutôt accessible, cette notion, avec des exemples aussi concrets. Avant de commencer, disons, à quoi se réfère ce grand autre? Se réfère à la relation que vous entretenez avec vous-même et surtout avec l'autre, avec une autre personne que vous rencontrez, avec laquelle vous rentrez en relation. Du moment que vous rentrez avec une autre personne en relation, à cette autre personne, il faut faire intervenir aussi un autre, qui est ce grand autre. Ce qui veut dire que le grand autre va se superposer à cette personne avec laquelle vous êtes en train de parler, de dialoguer. Et cela certainement vaut après aussi avec soi-même, c'est-à-dire la relation que nous entretenons dans notre fort intérieur avec nous-mêmes. Commençons par un premier exemple, qui est celui-ci. Vous êtes invité à un repas où sont conviés le gratin du monde politique, donc des ministres, des ambassadeurs, etc. Quand vous serez là, eh bien, vous serez tenu à certaines règles. Vous ne pourrez pas tutoyer les personnes, vous devriez faire attention à pas mal de règles de la communication. Et la même personne que vous rencontrez lors de ce repas, si vous l'aviez rencontrée à un arrêt de bus, eh bien, vous aurez eu toute une autre attitude envers cette personne et toute une autre perception de cette personne. Ce qui veut dire que la relation que vous avez à ce moment-là avec une personne, eh bien, elle est filtrée par un autre qui est le grand autre, qui est le lieu où se déposent, dans ce cas-là, des règles de communication, des règles qui font partie de la culture. Voilà, le grand autre comme le lieu de ce qui est propre à chaque culture. Un deuxième exemple, il y a deux garçons, Marc et Luc, qui rencontrent une fille, rencontrent la même fille qui est, on va l'appeler Marie. Luc rencontre ce soir Marie, demain soir c'est Marc. Les deux ensuite se rencontrent et parlent de cette fille. Il y en a un qui va dire « Oh, elle a été merveilleuse, je voudrais la rencontrer encore une fois ». Et l'autre garçon va plutôt dire « Ben, je n'ai pas tellement envie et elle m'a donné une sensation de antipathie ». Donc l'un a été très content de cette rencontre, donc de cette rencontre avec cette fille, dans la relation avec cette fille. Le deuxième, par contre, l'opposé, il a une perception d'antipathie et donc plus envie de revoir cette fille. Cette personne, ce garçon qui a eu cette sensation d'antipathie, va en analyse et lors d'une séance, il parle de cette rencontre et il va comprendre que cette antipathie a été provoquée par une histoire racontée par cette fille qui lui a évoqué des aspects de son passé plutôt sombre.
qu'est-ce que cela veut dire? C'est que les deux garçons rencontrent la même fille, Marie, mais chacun dans cette rencontre avec l'autre va en retenir, va percevoir toute une autre idée, une autre sensation de cette rencontre. Et l'antipathie a été provoquée par le récit raconté par cette fille. Là, on voit bien que ce sont des mots, des simples mots, qui vont mettre en route toute une série à travers des associations, une série d'expériences du passé qui ont été mal vécues. Dans ce cas-ci, on voit bien que la relation avec l'autre, avec cette fille, il y a un autre qui s'est superposé, c'est le grand autre, c'est le lieu des mots, le lieu des signifiants. Et là, certainement, il y a une double acception de ce mot, de cette expression de grand autre comme lieu des mots, des signifiants, dans le sens que c'est, dans ce cas-ci, c'est l'agencement, la provocation des mots de cette fille qui vont mettre en route des expériences passées du garçon. Et là, se fait à travers ce agencement des mots qui est au dehors de la conscience, que ce soit de la fille, que ce soit du garçon. L'autre acception, c'est de dire, le grand autre, c'est le trésor des signifiants, c'est-à-dire que quand on doit parler, on accède à ce lieu des signifiants. Voilà les deux exemples qui nous permettent aussi de comprendre un aphorisme de Lacan des années 50, lorsqu'il commence son enseignement, son séminaire, qui est le suivant: l'inconscient est le discours de l'autre, grand autre, A majuscule. Dans les deux cas, dans les deux exemples que je viens de citer, de raconter, on voit bien comment, dans chaque exemple, la perception qu'on aura d'une rencontre avec une autre, avec l'autre, avec une autre personne, avec l'autre A petit, A minuscule, sera déterminée par ce grand autre. Passons maintenant à des figures du grand autre, des figures qui peuvent devenir menaçantes. Je vais très rapidement présenter 3 cas de figure, une rencontre, une relation entre une personne et une autre. Premier cas de figure, il y a un débat entre deux personnes, entre deux amis, et l'un va avoir raison, et donc il va plutôt surenchérir avec des exemples pour montrer qu'il a bien la vérité, qu'il a bien en lui les clés qui permettent de comprendre, d'avoir raison sur l'argument, à propos de l'argument qui est en jeu entre les deux. Donc on voit bien que là, c'est l'un qui dit « c'est moi qui ai la vérité et toi tu ne l'as pas. Je mets en avant ce que j'ai que toi tu n'as pas ». Un deuxième cas de figure, c'est deux personnes se rencontrent, l'un dit quelque chose d'une manière péremptoire, forte, avec un certain sens de sécurité et de pouvoir, et l'autre perçoit ça comme une espèce de soumission, d'obligation étant donné la manière dont la chose a été dite par cette personne. Troisième cas de figure, c'est deux personnes se rencontrent, une fille rencontre un homme, et il y a certaines attitudes de cet homme qui la mettent un peu mal à l'aise parce qu'elle perçoit que cet homme peut se rapprocher et lui faire des avances, et donc d'être un peu l'objet de son plaisir, et c'est ce qu'elle veut, elle ne veut pas. Ça, c'est les 3 cas de figure. Maintenant, faisons que cela arrive souvent chez une personne qui souvent met en acte le premier cas de figure, ou le deuxième, ou le troisième. Faisons qu'une personne régulièrement,
quand elle rencontre quelqu'un, quand elle parle, quand elle rentre en relation avec quelqu'un d'autre, elle a cette attitude comme ça, comme si elle avait la vérité chaque fois qu'elle montre des choses pour dire, toi, voilà, j'ai ça et toi tu ne l'as pas, etc. Faisons que dans le deuxième cas de figure, souvent, voilà, la personne a la sensation d'être dans une position inférieure ou de subir comme ça les mots d'une autre personne, la loi de l'autre personne. Et ainsi de suite, aussi pour le troisième cas de figure, la sensation comme ça, souvent, de pouvoir être comme ça, de sentir un danger de la part de l'autre dans ce qui concerne la sphère affective sexuelle. Voyez, voilà, si cela se reproduit souvent, qui fait partie d'une manière de se mettre en relation avec l'autre, on peut bien dire qu'alors, nous sommes dans la situation où il y a un autre qui intervient dans la relation. C'est-à-dire que lorsque la personne parle avec quelqu'un et dans le premier cas de figure, et elle a à lui montrer, faire en sorte qu'il lui montre qu'elle a des choses que l'autre n'a pas, là il faut faire intervenir le grand autre, un autre. Et ainsi pour le deuxième cas, et ainsi pour le troisième cas de figure. Eh bien, ces trois figures de l'autre, c'est les figures qu'on retrouve pendant l'enfance. La première figure, c'est l'autre châtré. Deuxième, c'est l'autre de la loi. Et troisième figure, c'est l'autre jouisseur. Ces trois figures, on les retrouve à l'enfance. L'autre châtré, c'est la mère qui manque du phallus, et l'enfant s'en aperçoit. Deuxième figure, celle de l'autre, du grand autre de la loi, qui est le père représentant la loi. Et troisième, l'autre jouisseur, c'est le père, comme disait Freud dans le mythe de Urvater, le père qui jouit de toutes les femmes, mais qui peut aussi jouir de l'enfant. Et lorsque ces trois figures s'imposent dans l'économie pulsionnelle et relationnelle d'une personne, eh bien, on a les trois problématiques étudiées par Freud et par Lacan. Premier cas de figure, l'autre châtré est le cas de la position hystérique. Deuxième, l'autre qui est l'autre de la loi qui subit cela est dans une position obsessionnelle. Et pour terminer, l'autre jouisseur qui est là, qui voit cette menace et qui va mettre en acte certains mécanismes de défense, qui est la position phobique. Et bien voilà, à la prochaine vidéo. Au revoir.